Eh bien, bonjour à tous. Alors, je vous propose une petite conférence dans cette vidéo. Une petite conférence un petit peu improvisée, pas tout à fait, parce que je l'ai quand même préparé un petit peu. Le secret de Kefren caché dans sa mesure. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, en fait, j'ai préparé ce petit diaporama d'une trentaine de diapos, parce que dans le film que j'ai présenté, donc sur les mégalithes des Orcades, qui est sorti au mois d'octobre, il y a une petite erreur. Qui est pas significative, mais je fais référence dans ce film aux dimensions de la pyramide de Khéfren, et il y a un petit point effectivement qui est intéressant de regarder. Donc je l'ai vu parce que quelqu'un m'a fait la remarque. Vous savez, il y a souvent des gens sur Internet qui cherchent un peu à tout enfin, oui, qui cherchent à déconstruire parfois ce qu'on fait comme travail. Et donc là, quelqu'un a trouvé, ah non, il y a une petite erreur, c'est pas tout à fait ça, etc. Donc il n'avait pas tout à fait tort, mais il n'a pas tout à fait raison non plus, puisque cette petite erreur ne permet pas du tout de déconstruire ce qui a été présenté. Et justement, je vais vous montrer pourquoi. Donc on y va. La pyramide de Khéfren, en fait, ses dimensions, elles sont un petit peu difficiles à trouver. Pourquoi? Parce que lorsque Flinders Petrie a fait les mesures, et c'est le seul à avoir présenté un travail d'arpentage très précis de toutes les pyramides du plateau de Gizeh, et donc il signale qu'une partie de la base de la pyramide est cachée par un pavement au sol. Et ça c'est important, parce que du coup, lorsqu'on dit voilà, la mesure, elle mesure 143 mètres 150 de hauteur, de quoi parle-t-on? Depuis le niveau 0, sur le rocher, ou depuis le pavement, qui masque une partie de la base? Et donc, en fait, il manque une trentaine de centimètres, donc qui sont cachés par un pavement. Et donc, la hauteur de la pyramide, c'est 143 mètres 82, plus ou moins quelques centimètres, et non 143 mètres 50. Et au niveau du pavement, j'ai pas fait attention, mais en fait, le prolongement de la pente ne se fait pas dans le sens, vous allez comprendre. Moi, j'avais pas fait attention, et donc j'avais vu que le prolongement de la pente se faisait comme ceci, et qu'une partie du pavement cachait la base de la pyramide, une partie de la base. De fait, la partie visible était de 215 mètres 26, c'était la largeur de la pyramide de Khéfren. Mais du coup, si on prolongeait en fait la pente de la pyramide, nous arrivions à peu près à 215 mètres 72. En définitive, Petrie signale dans son livre en fait que la pente en fait elle descend à la verticale en fait. Donc que les derniers blocs qui marquent le bas de la pyramide en fait descendent verticalement dans le sol. Et donc du coup nous avons une pyramide visible de 215 mètres 26, et puis si nous prolongeons la pente, indirectement nous trouverions 215 mètres 72. Alors, c'est pas une mesure qu'on observe réellement, mais c'est une mesure que l'on peut déduire de la même manière que l'on va déduire la diagonale d'un carré. Lorsque vous tracez un carré, vous n'avez pas tracé sa diagonale, mais vous pouvez la déduire. Et en géométrie, en sciences des anciens, la mesure de la diagonale est importante. La mesure cachée est importante aussi. Et donc nous allons revenir là-dessus, et je vais vous montrer pourquoi cette mesure est réellement importante. Et vous allez le découvrir au cours de cette petite conférence. Gilles Dormion, par exemple, s'est interrogé puisqu'il a écrit un livre sur la pyramide de Khéfren, et Gilles Dormion disait c'est assez bizarre, elle a des dimensions assez quelconques, quoi, 411 coudées royales par 274, il trouvait ça quelconque. Et donc il s'interroge là-dessus, parce que généralement on s'attend à trouver un nombre de mesures plutôt simple, par exemple 300, ou pour la grande pyramide de Khéops, 440 par 280. Si vous voulez, c'est un multiple de 10, ou un multiple de 100, ou un multiple de 50. Ce sont des choses plus simples. Et là, il s'étonne de voir des nombres un peu plus compliqués, 411, 274. Et je pense qu'il y a effectivement une raison à ça. Il faut essayer de comprendre la subtilité en fait de la mesure de cette pyramide. Du coup, voilà les dimensions donc de cette pyramide donnée par Petrie.
Donc on peut avoir deux valeurs possibles, une valeur de hauteur visible, une valeur de hauteur cachée, et pareil pour la largeur, nous avons une largeur cachée que l'on peut déduire en fait de la pente de la pyramide. 411 coudées royales, c'est la partie visible. 274, la partie visible. Alors, moi, j'avais émis une hypothèse qui m'apparaissait intéressante il y a quelques années, parce qu'en fait, j'avais découvert l'existence en Égypte en relisant les écrits des scientifiques qui se sont rendus en Égypte sous Napoléon, donc notamment Gosselin et Jomard. Ces savants avaient constaté que sur une île qui se trouve sur le Nil, donc au Caire, donc ça s'appelle l'île de Roda, il y avait un nilomètre. C'est donc une grande colonne dans laquelle l'eau du Nil passe, donc un puits en fait, et dans le puits une colonne. Et en fait, le niveau du Nil en fait va monter dans ce puits et indiquer la hauteur de la crue. Et donc cette colonne a été graduée. Et donc quand les savants français s'y sont rendus, ils ont essayé de comprendre quelles étaient les mesures employées en Égypte parce que ils l'écrivent, ils étaient extrêmement curieux de connaître la science de ces anciens Égyptiens, car ils étaient convaincus, et pour eux c'était évident, les anciens Égyptiens étaient des arpenteurs de génie, connaissaient la taille de la Terre, et ils pensaient pouvoir le retrouver dans les mesures des bâtiments de ces bâtisseurs. Et donc ce nilomètre de l'île de Roda était composé de 16 coudées, chacune divisée en 24 parties, et ce nilomètre mesurait 53,9 cm par coudée. Donc on est en reprenant donc, les données que ces deux savants ont faites, ils ont fait des mesures, ils ont mesuré toutes les coudées une par une, et donc on peut redéduire la valeur attendue qui est autour de 53,94 cm, plus ou moins peut-être un dixième de millimètre. C'est ce qui ressort en tout cas statistiquement des données produites par ces deux auteurs. Alors, le nilomètre de cette petite île a une particularité, il est daté environ de l'an 700 de notre ère, c'est-à-dire théoriquement après le nouvel empire égyptien. Ok ? Et un poncif habituel consiste à prétendre que les unités de mesure ne se seraient pas transmises au cours des millénaires d'une civilisation à l'autre. C'est une idée pratique, elle permet d'éviter de se poser certaines questions. En fait, nous savons très bien que les unités de mesure peuvent passer d'une civilisation à l'autre et se transmettre pendant des millénaires. Et nous avons des exemples de ça. Le plus connu de tous, évidemment, c'est le pied romain. Le pied romain a circulé pendant au moins 2000 ans, au minimum. On sait, les historiens savent qu'à peu près, la fourchette pendant laquelle il a été employé dans tout le bassin méditerranéen, c'est environ 2000 ans. Hein, il a été employé à l'époque de l'Empire romain, puis pendant l'époque chrétienne, on retrouve énormément de l'usage de ce pied romain dans tout le bassin méditerranéen, y compris en France. Nous avons d'autres exemples importants. Le météorologiste allemand Rotländer a démontré que le yarn mégalithique et la coudée de Nippur ont eu une continuité dans le temps. Elles se sont transmises pendant des siècles, des millénaires, parfois sous des formes fractionnaires, mais toutes issues de la même source. On peut citer aussi la mathématicienne Magdalene Mott, qui a démontré que le yarn mégalithique, employé au néolithique, s'est propagé au moins jusqu'à l'époque médiévale dans des traités d'arpentage. Donc ça, c'est le travail d'universitaires spécialisés dans les mathématiques et dans la métrologie. Donc, en fait, affirmer que, au prétexte que le nilomètre de Roda date de l'an 700 de notre ère, que ça n'a aucun rapport avec l'Égypte, c'est un petit peu un biais, en fait. Puisque c'est une mesure qui est employée par les peuples qui, de toute façon, sont les successeurs des Égyptiens. Quand la civilisation s'est effondrée, c'est le régime politique qui s'effondre. Mais les peuples qui sont sur place, avec une partie de leurs coutumes, une partie de leurs connaissances, une partie de leur histoire, ce sont les mêmes. C'est une continuité. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui parviennent à traverser, un peu comme le langage. Et d'ailleurs, la grande pyramide d'Égypte, dont on dit qu'elle est faite en coudées royales, les coudées qu'on a retrouvées, elles ont été retrouvées à une époque autour de Ramsès, c'est-à-dire plus de 1200 ans, 1300 ans après la construction de la Grande Pyramide. Donc là aussi, on a un énorme écart, et on est passé d'un ancien empire au Moyen Empire, hein, en théorie, un effondrement politique.
Donc voilà, c'est important en fait de signaler ça parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont essayer de dire oui, mais ça n'a aucun rapport, c'est pas la même période. Ça, c'est du bullshit quand c'est un biais en fait, hein, c'est un biais intellectuel. Et au cours de mes recherches, j'ai découvert par exemple que la coudée royale égyptienne s'est aussi diffusée jusqu'à l'époque médiévale, jusque dans nos régions européennes. Et bien sûr, je vais vous donner un exemple, parce que sinon vous n'allez pas me croire. Donc je vais vous donner un exemple. L'abbatiale de Notre-Dame d'Orcival, donc c'est dans le Puy-de-Dôme. J'y suis allé cet été, et j'en ai profité pour faire tout un tas de mesures, et donc essayer de découvrir en fait comment elle a été conçue. Elle a été conçue de manière tout à fait simple. En fait, j'ai une mesure importante que j'ai fait et qui est la clé, c'est cette mesure-là. C'est la longueur, en fait, de la nef, qui fait 23,56 m. Cette longueur, elle est fondamentale, elle explique comment fonctionne la géométrie de cette abbatiale, et on peut du coup redécouvrir, vous allez le voir, l'unité de mesure. En fait, cette longueur, elle vaut la moitié de la longueur totale. La longueur totale de l'édifice, c'est 2 fois la longueur de la nef. Donc nous avons 23,56 m pour la nef, 47,12 m pour la longueur totale de la basilique. Ce n'est pas tout. Ce qu'on observe aussi, c'est que cette basilique, elle est de proportion 2 par 3, c'est-à-dire que la largeur de la croisée du transept par la longueur du bâtiment, c'est un rapport 2/3. Donc du coup, on peut redécouvrir la longueur et la largeur du bâtiment assez simple en partant d'une mesure simple, celle de la nef. Or, qu'est-ce qu'on observe? C'est que 47,12 mètres, c'est 90 coudées royales. La largeur du bâtiment est donc de 31,41 mètres, soit 60 coudées royales. L'abbatiale de Notre-Dame d'Orcival, ou comme je l'ai appelé tout à l'heure, une basilique, eh bien, elle a des dimensions qui sont issues d'une mesure qu'on retrouve en Égypte, qui est la coudée royale. Tout simplement. Donc là, vous avez un exemple tout simple de comment une mesure sacrée qui vient d'Égypte, qui a au moins 5000 ans, se retrouve au Moyen-Âge dans la construction d'édifices en Europe. Et des exemples comme ça, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Voilà, donc c'était juste mon petit exemple pour illustrer ce propos très important. Revenons maintenant à notre pyramide de Képhren. Eh bien, si je mesure sa base en coudée nilométrique et que je compare avec la coudée royale, voilà ce qu'on va observer. En coudée nilométrique, en coudée royale, pardon, nous avons 411 coudées royales pour la base visible, autrement dit la partie visible de cette pyramide pour la largeur de la pyramide. En coudée nilométrique, nous trouvons 399. La partie invisible en coudée royale, ça nous donnerait 412. Mais en coudée nilométrique, cela nous donne 400 coudées nilométriques de l'île de Roda, redécouverts par Josselin et Gomin. 400. Et ici, tout de suite, c'est curieux. Ok, c'est un détail important. 400, c'est un nombre assez simple. C'est un multiple de 4 fois 100. Et donc là, on est effectivement peut-être en train d'entrevoir que la pyramide de Képhren se mesure peut-être plutôt avec la coudée nilométrique. En réalité, elle se mesure avec plusieurs unités de mesure. Car il s'agit d'une chose, comment dire, qui nous surprend, on ne comprend pas. Mais les anciens utilisaient pour un seul et même bâtiment plusieurs unités de mesure, car pour eux cela fait sens. Cela permet de créer des rapports de proportion. Cela permet d'exprimer plusieurs nombres au sein d'une même mesure. C'est simple. Si je mesure par exemple une longueur en mètres, puis en pieds romains, je vais trouver par exemple 100 mètres, puis par exemple 270 pieds romains. Je prends un exemple, je dis ça au pif. Or, mais du coup, en fait, on a une sorte de rapport qui apparaît. 10 par 27. Et donc, les anciens, eux, les nombres pour eux, ça faisait sens. Ils avaient un langage, ils avaient des propriétés importantes. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient plusieurs unités de mesure. Entre autres. Pas seulement, vous allez le voir, je vous donnerai un autre exemple. Ils utilisent aussi plusieurs unités de mesure parce que ça leur permet
de relier par la géométrie des nombres irrationnels. En tout cas, de les approcher avec des nombres entiers. Et pour ça, ils utilisent plusieurs unités de mesure. Donc c'est ici que se trouve quelque chose qui, évidemment, va choquer la plupart des penseurs et intellectuels qui étudient l'histoire, parce qu'ils n'envisagent pas ce mode de pensée ancien qui consiste à donner plusieurs unités de mesure pour un monument, et que cela permet de dissimuler de l'information. Donc la coordonnée géométrique, visiblement, elle semble avoir été utilisée, mais pas seulement. Voilà ce que je vous propose de voir. On va se pencher sur la grande pyramide de Khéops, qui est juste à côté. Et on va pouvoir illustrer un certain nombre de choses. Cette grande pyramide de Khéops, pareil, elle est posée sur le sol, mais en fait, il y a une chambre souterraine qui est assez profonde dans le sol. Et du coup, on a une largeur de la pyramide sur le sol, et puis on a aussi une pyramide invisible, théorique, jusqu'au niveau de la chambre souterraine. Et là, qu'est-ce qu'on observe si on regarde les dimensions de la pyramide au niveau du sol, la pyramide au niveau de la chambre souterraine, si on la mesure en yards mégalithiques. Alors, en yards mégalithiques, donc je rappelle, j'ai mis la valeur de ces mesures. Un yard mégalithique vaut 82,944 centimètres, et une toise mégalithique vaut 2,5 yards, et le pied mégalithique est divisé en 3, ce qui fait 27,64 cm par pied. Donc là, je vous renvoie aux travaux du professeur Thom, qui a fait cette découverte sur les mesures mégalithiques. Donc les mégalithes sont ces dolmens, menhirs qu'on retrouve partout dans le monde. Et le professeur Thom a découvert qu'en Écosse, en Grande-Bretagne et jusqu'en Bretagne, on a utilisé une mesure redondante, qui est le yard mégalithique. Visiblement, cette mesure a été employée en Égypte aussi. Et donc la base invisible au niveau de la chambre souterraine, eh bien regardez ce que ça fait, 276 mètres 42. Eh bien converti en pied mégalithique, cela en fait 1000, et en yard mégalithique, 333,33. Tout simplement. Donc c'est étonnant. Vous avez une base de la pyramide ici qui fait 277,77 yards mégalithiques. Vous avez une base invisible qui fait 333,33 yards mégalithiques. Il n'y a pas comme quelque chose de curieux avec ces nombres? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ici on a aussi dimensionné la pyramide, pas seulement au coudé royal, mais avec d'autres nombres? Alors c'est pas des nombres comme 100, 200 ou 300. Non, c'est des nombres en suite numérique. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ou 2,7777 dans la théorie. Et bien sûr, puisque on a aussi 1000 pieds mégalithiques, puisque le yard mégalithique peut être divisé en 3, puisqu'on a un pied mégalithique qui est gravé dans le tumulus du Petit Mont en Bretagne et qui mesure 27,64 cm. Donc voilà un petit peu quelque chose d'étonnant. La pyramide de Khéops ne se mesure pas non plus uniquement en coudé royal. Et ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit maintenant. Parce que du coup, on peut voir autrement ces monuments. Ok, c'est une pensée qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile que la pensée scientifique moderne qui consiste à faire la mesure et se dire voilà, ça mesure tant, point, et à figer les choses. Ça ne fonctionne pas comme ça, la pensée des anciens, pas du tout. Continuons un petit peu, si vous voulez, on va appuyer un petit peu plus fort pour vous montrer encore l'importance du yard mégalithique. C'est que si je trace un carré qui a pour dimension la hauteur de la pyramide et que je mesure sa diagonale, qu'est-ce que je trouve? 100 toises mégalithiques, à peut-être 2 ou 3 cm près. 100 toises mégalithiques. Ok? La mesure mégalithique, elle est majeure en fait en Égypte. Simplement, on a l'habitude de tout mesurer en coudé royal, alors qu'il y a la mesure mégalithique qui est bien présente et qui est peut-être une clé pour comprendre un peu ce qu'ont fait ces anciens. Au passage, je vous mets une petite curiosité amusante, mais si je mesure les diagonales de la pyramide, vous savez, la pyramide a une base carrée,
Et ces diagonales, une diagonale, la deuxième diagonale, si je les mesure en toises mégalithiques, eh bien la somme des deux diagonales mesure 314,22 toises mégalithiques. Certains auront reconnu peut-être 100 fois le nombre pi, mais il s'agit d'une pure coïncidence, vous vous en doutez certainement. Voilà, je plaisante évidemment, je pense que cela fait sens. Ok? Il n'y a pas que le mètre qui permet de retrouver le nombre pi dans cette pyramide, il y a aussi la toise mégalithique. Continuons. Le niveau du sol, on a vu, le niveau de la chambre souterraine, mais regardons maintenant le niveau de la chambre haute de la pyramide. Depuis le niveau de la chambre haute de la pyramide jusqu'au sommet, nous avons 103 mètres 68. Pour ça, la source, c'est Gilles Dormion, bien sûr, qui a été faire des plans extrêmement précis de la pyramide, de ses couloirs, de la hauteur des différentes pièces, etc. Et 103 mètres 68, eh bien, c'est 50 toises mégalithiques. Voilà, 50 toises mégalithiques, vous voyez bien qu'on a clairement utilisé cette mesure dans la pyramide. Petite curiosité, la hauteur de la pyramide, 146 mètres 608, c'est la pyramide depuis le niveau du sol. Si on divise ça par la hauteur depuis la chambre haute, cela nous donne 1,414, c'est la racine de 2. La racine de 2, c'est la diagonale d'un carré. Si le côté du carré vaut 1 pour ses côtés, cette diagonale mesurera racine de 2 fois 1. Donc si j'ai 10 cm d'un côté, j'aurai 14,14 cm sur la diagonale. Mais à part ça, les Égyptiens ne connaissaient absolument pas les nombres irrationnels. Non. Non, non. Voilà, donc revenons maintenant, si vous le voulez bien, à la pyramide de Képhren. Maintenant qu'on a vu l'importance des parties souterraines, cachées, l'importance du yard mégalithique et l'évidence du yard mégalithique sur la pyramide de Khéops, regardons maintenant la pyramide de Képhren. Et on va la mesurer en yard mégalithique, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça va donner? La valeur de la base de la pyramide en yard mégalithique, la valeur invisible, celle dont les pentes se prolongent dans le dallage jusqu'au niveau du rocher, eh bien, cela donne 260 yards mégalithiques. Quant à la hauteur, cela donne 173,3 yards mégalithiques. Qu'est-ce que c'est que ces deux nombres? Évidemment, ça peut paraître un petit peu moins bien que 400 coups de nilométrique, par exemple. Mais vous allez voir que ces nombres sont importants et vous allez comprendre qu'ils ont un rapport avec la coudée nilométrique. 260 par 173,3. Pour comprendre ce que sont ces nombres, je vais vous proposer de faire un petit tour de l'autre côté de l'océan Atlantique, au pays des Mayas. Et nous allons regarder quelque chose. Les Mayas étaient férus d'astronomie, ils étaient des experts en astronomie. Les connaissances qu'ils avaient acquises dans ce domaine sont étonnantes, vous allez le voir. Et ils utilisaient, les Mayas, un drôle de calendrier avec un cycle de 260 jours qu'ils appelaient le Tzolk'in. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 260 jours, et c'était composé de 13 fois 20 jours, 13 mois de 20 jours. Alors, pourquoi 260 jours? Eh bien, on va comprendre pourquoi. Parce que c'est le même nombre que la base de la pyramide de Képhren en yard mégalithique. Vous avez bien sûr remarqué cela. Eh bien, pour comprendre tout ça, je vous propose de faire un petit tour dans l'espace et de regarder le Soleil, la Terre et la Lune pour comprendre une chose importante. C'est que l'année draconitique lunaire, elle fait 2 fois 173,3 jours. Et vous reconnaissez bien sûr ce nombre, 173,3, qui était la hauteur de la pyramide de Képhren en yard mégalithique. Donc 173,3, c'est l'année draconitique lunaire, mais c'est quoi l'année draconitique lunaire? Eh bien, la Terre, vous le savez, elle tourne autour du Soleil sur un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique, mais la Lune, elle tourne sur un autre plan, légèrement décalé de 5,14 degrés en réalité. Et le fait qu'elle tourne sur un autre plan, eh bien, elle croise de temps en temps, enfin régulièrement, elle croise le même plan à des endroits qu'on appelle les nœuds lunaires. Donc le plan de l'orbite lunaire croise celui de la Terre autour du Soleil à des points qu'on appelle les nœuds lunaires. Et elle passe sur ces points tous les 27,212 jours,
comme ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des moments où, quand elle passe sur le point, elle se retrouve également alignée avec la Terre et le Soleil. Et si elles sont sur un nœud lunaire et en même temps alignées avec le Soleil, la Terre et donc la Lune, eh bien nous avons une éclipse. Ce qui veut dire que nous avons sur Terre des éclipses tous les 173,3 jours. Alors nous, de France, on ne les voit pas, hein, on n'est pas à la bonne latitude, mais on en voit quelques-unes, mais tous les 173,3 jours, il y a une éclipse. C'est comme ça. Elle sera peut-être pas forcément totale, mais il y en a. Et la fréquence, c'est ça, 173,3. Donc, c'est quand même drôle. Et je reviens du coup au nombre de 260 jours qu'utilisent les Mayas. Pourquoi est-ce qu'ils prennent ce nombre-là? Tout simplement parce que 260, vous allez le voir, c'est un nombre important en astronomie. Puisque si on prend le rapport avec la demi-année draconitique lunaire, qui est 173,3, il y a le rapport entre 260 et 173,3, c'est 3 demi. Un rapport 3,2. Un rapport important en musique, par exemple, puisque c'est la base de la gamme musicale, le rapport 3 demi, par exemple. Et puis si l'on compare ce nombre entre 260, évidemment, avec l'année draconitique complet, c'est un rapport 3 quarts, qui est la base aussi de la musique, puisque c'est le rapport de la quarte. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nombre 260 est très important en astronomie. C'est un nombre clé. Et les Mayas, c'est pour ça qu'ils l'utilisaient. Ça, je suis étonné, mais pratiquement aucun expert Maya n'a compris cette chose-là. Je suis très étonné. Donc regardons maintenant ce nombre de 260 jours, quel rapport il y a avec les périodes synodiques de Mars et de Vénus. Les périodes synodiques de Mars et de Vénus, c'est 584 jours et 780 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer de la Terre. En observant les planètes, eh bien, on va pouvoir déduire les périodes synodiques. Donc déjà, la première chose curieuse, c'est que le rapport entre ces deux nombres de jours, hein, c'était 584 jours terrestres, 780 jours terrestres. Autrement dit, Mars et Vénus reviennent aux mêmes configurations dans le ciel. Eh bien, le rapport, c'est 3 quarts. À peu près. Bon, un petit poulième d'écart, hein, un petit chouïa, mais pas grand-chose. Et par contre, peut-être que cela ne nous a pas échappé, mais 780 divisé par 260, ça fait 3, un nombre entier. Donc 3 Solkins, c'est une année synodique de Mars. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi le nombre 260 est important chez les Mayas. Le calendrier Maya, c'est un calendrier extrêmement complexe qui tente, si vous voulez, de trouver une sorte de dénominateur commun avec toutes les planètes du système solaire visible. On n'est pas juste dans la recherche d'une relation entre la Terre et le Soleil. La Terre, elle fait 365 jours pour faire le tour du Soleil, et ça, les Mayas le savaient, bien sûr. Mais ils voulaient essayer de comprendre plus que cela. Et c'est pour ça que ce nombre 260 est un nombre sacré pour eux, parce qu'il a des propriétés en lien avec les planètes du système solaire. On va regarder un peu plus loin si vous le voulez, pour voir avec Jupiter, Saturne et Mars, en quoi ce nombre 260 est intéressant aussi. Les périodes synodiques de Saturne et de Mars, c'est ça, 378 jours et 399. Saturne, Jupiter, le rapport entre leurs deux périodes synodiques, c'est un rapport curieux, c'est un rapport quasiment au nombre entier aussi. 18 par 19, quasiment exact. On va regarder maintenant si on compare avec Mars. Si on prend le rapport Mars-Saturne, eh bien, ce qu'on observe, c'est que nous pourrions le simplifier avec une fraction comme ceci, qui est 126 par 260. On pourrait simplifier un peu plus. Mais, en fait, si on le fait trop, ça ne va pas nous permettre de comprendre la relation suivante, qui est celle entre Jupiter et Mars. Eh bien, si on simplifie la fraction
399 par 780 jours, nous avons 133 sur 260. Donc on voit comment le nombre 260 permet, si vous voulez, de relier un peu le système solaire visible, c'est-à-dire les planètes Jupiter et Saturne sont visibles à l'œil nu, Mars également, Vénus également, Mercure également. Et bien sûr, la Lune. Donc voilà un petit peu cette petite parenthèse chez les Mayas, mais qui permet de comprendre du coup l'importance des nombres 260 yards mégalithiques pour la base de Kephren et 173,3 pour la hauteur. Ok, on a ici quelque chose qui nous renvoie à des paramètres astronomiques, à une science astronomique, et non pas un vulgaire tombeau d'un roi à Kephren. Hein, ça, c'est une vision un petit peu réductrice et simpliste, qui est tout à fait déplorable, mais qui est actuellement extrêmement relayée. Donc évidemment, le rapport de la base par la hauteur, c'est un rapport 3,5. Exactement comme les propriétés de ce système Maya avec l'année dracolétique lunaire. Donc là, on commence à entrevoir en fait l'importance du yard mégalithique, de ses relations avec l'astronomie, et comment en fait ces monuments qui sont de simples pyramides, en fait, de par les dimensions et les unités de mesure, abritent des informations astronomiques. Les pyramides sont en fait une sorte de langage, une sorte de grand héritage de connaissances que nous pouvons recomprendre si nous avons quelques clés qui sont les unités de mesure, si on sait un petit peu qu'est-ce qu'on peut chercher, donc quelque chose de simple et fondamental que les humains ont fait depuis la nuit des temps, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le ciel. Donc voilà, pour faire un peu le point, on a une base qui fait 215,72 m, c'est la partie théorique de la base de la pyramide. 260 yards mégalithiques, 400 coudées kilométriques. Pour la hauteur, 143,83 m à peu près, 173,3 yards mégalithiques. Et ce qui va nous intéresser, c'est que le rapport entre la coudée millimétrique et le yard mégalithique ici, 400 coudées, 260 yards, eh bien c'est un rapport de 13 à 20. 260 sur 400, ça fait un rapport 13-20. Or, si vous vous en rappelez, je vous ai dit que le Tzolk'in, c'était un cycle de 260 jours, composé chez les Mayas de 13 mois, de 20 jours. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant. Étonnant. Eh oui, très étonnant. Il y a énormément d'éléments de preuve aujourd'hui qui permettent de montrer qu'une connaissance très ancienne, très poussée, très sophistiquée, s'est diffusée dans le monde entier à une époque lointaine, d'avant l'écriture. À une époque où on a érigé les mégalithes notamment. Et ça, évidemment, vous n'avez aucune chance de le découvrir dans les textes. C'est quelque chose qui est d'avant, et qui peut-être à un moment donné était caché, peut-être secret, réservé à des initiés. On sait qu'en Égypte, il y avait des catégories de prêtres qui étaient gardiens des secrets. On le sait. Les égyptologues vraiment très curieux et férus de ces traditions égyptiennes le savent. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le trouver facilement et qu'il faut trouver quelques clés. Quant à cette longueur en mètres, elle est évidemment importante aussi. Je vais vous montrer quelques exemples qui permettent de comprendre pourquoi cette longueur de 115,72 m est un nombre important. Quel lien il a avec l'astronomie? Parce qu'évidemment, nous avons au moins 3 mesures ici, minimum. Plus la coudée royale probablement. Donc, en fait, c'est un jeu de mesures qui permet de faire apparaître tout un tas d'informations astronomiques imbriqués les uns dans les autres comme un système d'engrenage complexe. Donc la base cachée de Kephren, 215,72 m, j'ai fait apparaître sa demi-base, ici 107,86 m.
Eh bien, je vais vous montrer ce qui se passe si on multiplie la largeur de la pyramide par un nombre qui est 29,53 et qui est en fait le nombre de jours que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Enfin, non, la Lune, il y a une pleine Lune ou une nouvelle Lune, si vous voulez, tous les 29,53 jours. Nous, depuis la Terre, quand on regarde la Lune, eh bien, tous les 29,53 jours, paf, on a une nouvelle pleine Lune. Eh bien, si je multiplie la longueur de cette pyramide par ce nombre, 22,53, j'obtiens un nombre curieux qui est 6370. Eh bien ça, exprimé en kilomètres, ça serait le rayon moyen volumétrique de la Terre. C'est extrêmement précis. Alors bien sûr, vous allez dire, on mesure des mètres avec des jours, ça donne pas des kilomètres. Oui, si on raisonne de manière purement rationnelle et cartésienne, oui. Mais les anciens, ils pensaient pas comme ça. Les anciens, ils utilisaient ces nombres et ces mesures parce qu'elles faisaient sens et qu'elles étaient un moyen de donner une information. Ce sont des nombres que nous regardons et pas des unités de mesure. Des nombres. Mais si on prenait par exemple la base visible sans la partie cachée, 215 mètres 26, si on multiplie par 29,53, le nombre de jours entre chaque pleine lune, eh bien j'obtiens 6356,75. Eh bien ça, c'est le rayon polaire de la Terre. C'est le rayon polaire de la Terre. Avec une précision remarquable également. Encore plus précis, je crois d'ailleurs. C'est étonnant quand même. C'est extrêmement étonnant. C'est tout à fait incongru de se dire que les paramètres géodésiques de la Terre, autrement dit, le fait qu'on a ces dimensions, mais en plus que là, ici, on est capable d'évaluer son taux d'aplatissement et son volume malgré le taux d'aplatissement. C'est tout à fait incongru, étonnant de voir ça comme ça. C'est troublant. Évidemment, c'est pas, à mon avis, une coïncidence. C'est quelque chose qui fait partie d'une pensée extrêmement complexe, très sophistiquée, où on a cherché à rassembler de l'information de manière synthétique. Prenons maintenant l'année pour nous, 365 jours. Multiplions cela par la période entre deux pleines lunes. Nous obtenons 107,86, qui est la demi-base de la pyramide que j'ai affichée ici, autrement dit, la moitié de 215,72. Donc là, vous comprenez qu'en fait, ce nombre qui est caché, puisque lorsqu'on prolonge la pente de la pyramide, eh bien, théoriquement, on aurait cette dimension-là. Eh bien, cette partie-là, elle révèle toutes ces informations-là. C'est absolument impossible que ça se produise par hasard. Moi, je n'y crois pas du tout. C'est pas une question de numérologie. Souvent, les gens ils vont dire ouais, mais c'est de la numérologie. Mais les anciens faisaient de la numérologie. Chez les anciens, les nombres avaient un sens. Les nombres étaient un moyen d'exprimer des connaissances, d'exprimer de l'information. Il est probable que les nombres ont précédé l'écriture. L'usage des nombres précède l'écriture. Les nombres ont un caractère transcendant, en fait, dans certains cas. Donc, l'argument consistant à dire c'est de la numérologie ne tient pas. Les anciens utilisaient les nombres. Et les traces qu'on a historiques de ça, ce sont par exemple les pythagoriciens, dont l'objectif était d'expliquer l'univers avec les nombres, l'astronomie, la géométrie et la musique. Ils tentaient d'expliquer tout ça en reliant ces paramètres. Donc ils faisaient exactement la même chose que ce qu'on fait là. Voilà un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous donner, mais je vais compléter avec quelques éléments d'information en plus. Parce qu'évidemment, nous pourrions dire qu'il y a une petite approximation. En effet, le yard mégalithique, si je divise par 20 et je le multiplie par 13, je trouve pas tout à fait la coudée niglométrique. J'ai une petite différence, j'ai 53,91 contre 53,93. J'ai 2 centièmes. Alors, il y a une explication à ça. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est que les anciens, ils aimaient bien utiliser des systèmes en nombre entier pour relier entre eux des nombres irrationnels à travers la géométrie.
Alors, voici comment. En fait, ce nombre, cette coudée nilométrique, théorique, si je la multiplie par 3, j'obtiens presque le nombre d'or. Vous voyez ce que je trouve ici, là en rouge. En multipliant par 3, j'obtiens quasiment le nombre d'or. Mais c'est pas tout à fait, il y a une petite différence qui est très légère. Mais le nombre d'or est un nombre irrationnel. Et les anciens, ils aiment bien utiliser aussi le nombre entier, qui sont plus pratiques dans la géométrie, plus pratiques à manipuler et à utiliser lorsqu'on met en œuvre une construction. Et donc, pour exprimer le nombre d'or, on utilise un nombre simple, enfin un système qui peut être simple, qui peut être 55 et 34, qui sont deux nombres de la suite de Fibonacci, et qui donnent 55 divisé par 34, 1,617,6, qui est quasiment ce nombre que nous avons ici. Et donc c'est parce que les anciens ont utilisé des systèmes comme ça que parfois on va trouver des petites approximations. Je vais vous donner des exemples pour illustrer cela. Le rapport 22 par 7 est un rapport au nombre entier pour rapprocher le nombre pi. Un autre rapport important, majeur, c'est 99 par 70, qui permet d'approcher la racine de 2, autrement dit la diagonale d'un carré. Donc ici, on utilise des nombres entiers, et avec ces nombres entiers, eh bien, on peut facilement faire des tracés sur un papier, à mettre en œuvre en tant que dessinateur ou architecte ou tailleur de pierre, par exemple, ou charpentier, ce que vous voulez, ça va être simple. On utilise des nombres entiers. C'est le côté pratique. C'est ce qui fait que parfois on va retrouver des approximations. Donc je vais essayer de schématiser par exemple ce que je viens de donner comme exemple à l'instant. Si je trace un cercle et que je mets 70 sur le diamètre, je vais avoir 220 sur le périmètre. Si ensuite j'encadre mon cercle d'un carré, donc le carré évidemment fait le même largeur que le cercle, donc 70 de côté, la diagonale fera un nombre entier de 99 et le périmètre du carré de 180. Au passage, 220 par 280, ce sont les proportions de la grande pyramide de Khéops. 220 coudées, c'est la demi-base, puis je monte à la verticale 280, j'arrive à la hauteur. Donc cette figure géométrique est une façon de montrer comment les anciens ont pensé la grande pyramide. Donc ici, ce sont des nombres entiers qui sont utilisés. Je reprends mon exemple avec 55 et 34, si vous le voulez bien. Si je trace un rectangle de proportion 55-34, il est quasiment aux proportion du nombre d'or. Je trace sa diagonale, et sur cette diagonale, je vais tracer un carré. Et maintenant, je mesure la diagonale de ce nouveau carré. Eh bien, cela mesure 91,44 cm. Les Anglais savent qu'il s'agit du yard anglais, qui est issu du pied. Les Anglais, vous savez, ils utilisent un pied qui mesure 30,48 cm, et 3 pieds pour eux, c'est un yard. Donc vous voyez, c'est quand même dingue cette histoire. Parce que, évidemment, en fait, les mesures anglaises, j'en ai pas parlé ici, mais elles font aussi partie de ce système de mesure ancien qui incorpore le mètre, le yard mégalithique, la coudée royale et les mesures anglaises. Ce sont les mesures de base, les 4 mesures de base, à mon sens, de ce que j'ai compris et découvert après 10 années à creuser le sujet. Et donc, en fait, avec un mètre, si je trace un rectangle de 55 par 34 cm, eh bien, je vais pouvoir retrouver les mesures anglaises. Donc ici, voilà comment on relie le mètre, le nombre d'or, pas tout à fait, c'est la suite de Fibonacci, avec les mesures anglaises, on peut le faire comme ceci. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement inconnu, quelque chose que j'ai découvert récemment, et que je partage avec vous. Donc voilà un petit peu pour expliquer pourquoi parfois il y a des approximations. Eh bien ça, c'est une façon de le montrer, pourquoi il y a une approximation. Évidemment, il faut se creuser un peu la tête pour comprendre. Il ne s'agit pas de rejeter les choses, ouais, c'est approximatif. Non, ça c'est presque un biais. Ok, quand il y a un défaut, c'est facile de rejeter, au prétexte qu'il y aurait un défaut. Il faut essayer de comprendre parfois d'où viennent les défauts. Peut-être que parfois on ne comprend pas, dans ce cas-là c'est peut-être vraiment une coïncidence. Mais si on écoute soigneusement le bon sens, je dirais, on comprend qu'il faut creuser un petit peu, qu'il y a quelque chose à voir.
je continue un petit peu pour enfoncer le clou. Parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent pas y croire. Ah non, c'est trop impossible, ils ne peuvent pas avoir utilisé le yard mégalithique. Mais je vais vous montrer une autre preuve. Pareil, totalement inconnue, auquel personne n'a pensé à ma connaissance. Kefren, coudé royal et gnomon. Un gnomon. Qu'est-ce que c'est qu'un gnomon? Un gnomon, en fait, c'est un outil ancien, un outil astronomique tout simple, qui consiste à dresser un bâton et à mesurer l'ombre qui se projette de ce bâton à différents moments de la journée et de l'année. Ça permet de mesurer l'heure, ça permet de mesurer aussi l'écoulement des jours, et des mois et des semaines, parce que l'ombre va avoir, au moment du zénith, eh bien, elle va avoir une longueur qui va varier au cours de l'année. Eh bien, si je trace un gnomon gigantesque qui mesure la hauteur de la pyramide de Képhren, et que j'attends l'équinoxe, quand le soleil arrive à midi au point le plus haut dans le ciel, l'ombre qui va se projeter au sol sera un peu plus courte que la hauteur. Donc la hauteur de la pyramide, la vraie pyramide, posée sur le rocher, 143,82 m. À votre avis, ça va être combien la longueur? Le jour de l'équinoxe, il y a 4500 ans. 100 yards mégalithiques. 100 yards mégalithiques. Je le redis pour que vous entendiez. 100 yards mégalithiques. Évidemment. Et évidemment, les anciens ont bien utilisé le yard mégalithique en Égypte. Pas seulement la coudée royale. Alors évidemment, ce que je dis là est complètement révolutionnaire. Alors, je ne suis pas tout à fait tout seul à le dire, on est quelques autres personnes à le dire. La première personne vraiment qui a parlé du yard mégalithique, c'est le professeur Alexander Thom. Le professeur Rotländer en a parlé beaucoup, un météorologiste allemand. Et puis Howard Crowest aussi a fait des découvertes fondamentales avec cette mesure. Et puis moi, par la suite, en reprenant le travail de tous ces gens-là. Étonnant, hein, ça. Mais je n'ai pas tout à fait fini. Si vous voulez, on peut regarder ce qui se passe au solstice d'hiver à midi. Solstice d'hiver à midi. Si je trace un gnomon, que je pose et je fixe un gnomon au sol, qui mesure par exemple une coudée nilométrique, combien va être la projection de l'ombre? La projection de l'ombre va être environ 74,08 cm. Et ça, il s'agit d'une coudée rémène égyptienne. Alors qu'est-ce que c'est la coudée rémène? Eh bien, c'est une coudée qui est issue en fait d'un carré de une coudée de côté, comme ceci. Je fais un carré qui vaut une coudée royale, et je trace la diagonale. Voilà ce que ça donne. Donc autrement dit, l'ombre ici qui se projette avec une coudée nilométrique au solstice d'hiver à midi, nous donne la diagonale d'un carré d'une coudée royale. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez, c'est cette histoire de coudée nilométrique, c'est quelque chose qui est évident, même si on n'a pas beaucoup d'éléments historiques pour le vérifier. Enfin, d'éléments historiques, qu'est-ce qu'on appelle l'élément historique? Si c'est des écrits, évidemment, on n'a pas. Mais là, ce que je vous ai montré, ce sont des éléments historiques. Ce sont des choses historiques, simplement. Il faut accepter d'intégrer dans l'histoire l'architecture, avoir une pensée un peu plus évoluée, repenser un petit peu à ce que faisaient les pythagoriciens, pourquoi ils avaient ce mode de pensée particulier, d'où est-ce qu'ils avaient hérité ce mode de pensée. Allez, je continue un peu, je vous montre quand même un autre exemple de l'usage du mètre et de la coudée nilométrique. Ici, on est sur le temple de Al-Madamoud, du côté de Luxor. La longueur de ce temple, c'est 300 mètres. 300 mètres. Son orientation, ici, vous avez 288,43. Alors en fait, il est incliné de 18,43 degrés, comme ceci. C'est la diagonale d'un triple carré. C'est exactement la même orientation en miroir que celle des alignements de Karnak en Bretagne. Exactement la même. Donc là, on a 300 mètres sur la longueur du temple, en fait, qui se prolonge, en fait. Le temple se prolonge par un chemin d'accès qui s'arrête sur une plateforme. Et voilà, on a 300 mètres de l'extrémité du mur à l'est jusqu'à l'extrémité de la plateforme à l'ouest. Mais c'est pas fini, parce que à l'entrée du temple, ici, il y a une sorte de grande porte, marquée ici par deux immenses colonnes. La longueur ici, entre la plateforme et l'entrée, 161,8 mètres,
soit 300 coudées dynamométriques, ou si vous voulez le nombre d'or en hectomètres. 1,618 hectomètres. Voilà, donc voilà, on peut toujours continuer à s'offusquer, à considérer que c'est pas de la science, que tout ça c'est de la numérologie, mais les faits sont là, ils dérangent, mais comme dit mon ami Howard, ils dérangent, tu as envie de les oublier, considérer que c'est le passé, mais c'est ton seul avenir. Et je termine par une chose amusante. Dans la chambre de Kephren, il y a un coffre. Petri a fait les mesures de ce coffre. La diagonale du coffre, 3 mètres. Allez, il y a sur les mesures de Petri, lui, il a trouvé en fait un tout petit peu plus, il y a 1 millimètre de trop. Mais voilà, donc je conclus en vous disant qu'il semble bien que les Égyptiens aient utilisé une mesure linéaire de 53,93 cm plus ou moins quelques centièmes. Nous l'avons baptisé coudée dynamométrique de Roda, car il s'agit de la dernière représentation concrète qui nous soit parvenue. Son application est manifeste sur la pyramide de Képhren, mais à ce jour, nous n'avons pas retrouvé d'échantillon de cette coudée de l'époque. Nous avons retrouvé quelques coudées royales, une coudée de K, et quelques règles telles que le Neibi et la règle de Kaoun. Ce genre de mesures, j'en parle dans quelques conférences et petits livres. Évidemment, ce sont des choses un petit peu compliquées, un petit peu dérangeantes aussi. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir, à comprendre. Voilà, il faut juste avoir un petit peu d'ouverture. J'en ai terminé. J'espère que c'était pas trop compliqué. Euh, J'aimerais bien que ce soit facile à comprendre, que tout le monde puisse comprendre. Après, voilà, prenez votre temps, revenez-y si vous avez besoin. Et je continue ce travail, j'essaie de le présenter de manière plus pédagogique possible. Et puis je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, et puis continuez de regarder ce que je publie. Voilà, j'ai le site internet message de la nuit des temps.org. Et puis, je publie sur YouTube évidemment, et puis aussi sur Odyssée, parce que Odyssée c'est une plateforme de vidéo aussi qui est intéressante. Il n'y a pas de censure dessus, et je pense que c'est bien de pas être sur un seul canal. C'est pas très sain d'utiliser qu'un seul canal. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Bonsoir à tous, bonjour, j'en sais rien. À bientôt.